L'atmosphère était solennelle dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Des centaines de militaires, des ministres, des chefs coutumiers, des représentants de la jeunesse et même des observateurs étrangers étaient présents. Ce jour-là, tout le Burkina Faso retenait son souffle. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, allait prendre la parole. Mais personne ne savait que ce discours marquerait à jamais l'histoire politique du pays et même du continent. Lorsqu'il entra dans la salle, vêtu de son treillis militaire habituel et de son légendaire béret rouge, un silence absolu s'installa. Ses pas résonnaient dans l'hémicycle. Les caméras filmaient. Tous les regards étaient braqués sur lui. Il s'arrêta devant le pupitre, leva la tête et d'une voix calme mais ferme, il prononça ses premiers mots. « Peuple du Burkina Faso, soldats de la Révolution, je vous parle aujourd'hui, non pas comme un chef qui veut régner à vie, mais comme un serviteur qui veut garantir l'avenir. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le ton était donné. J'ai toujours su que ce combat pour notre souveraineté, notre sécurité, notre dignité pouvait me coûter la vie. Ce n'est pas la peur de mourir qui me préoccupe, mais la peur que tout ce que nous avons construit ensemble s'effondre si je ne suis plus là demain. Il marqua une pause, posant ses deux mains fermement sur le pupitre. C'est pourquoi je prends aujourd'hui une décision grave, mais nécessaire. Je vais désigner, devant vous tous, devant la nation et devant l'histoire, l'homme en qui j'ai placé toute ma confiance. Celui qui, si je venais à disparaître, devra prendre le flambeau. Un murmure parcourut la salle. Des visages se tournèrent. Certains chuchotèrent des noms. Traoré les interrompit. Non, je ne choisis pas un ami. Je ne choisis pas un homme politique. Je choisis un patriote. Un homme qui, face aux milliards qu'on lui a proposés pour me trahir, a choisi de rester fidèle à la patrie. Un homme que l'on a tenté de manipuler, d'acheter, de menacer. En vain. Il désigna du doigt une silhouette au fond de la salle. Tous se retournèrent. L'homme s'avança lentement, sous les regards étonnés. Son nom serait bientôt connu de tous. Voici l'homme. Si un jour je tombe, c'est lui qui devra assurer la continuité. Mais attention. Traoré reprit d'un ton grave. Si un jour il trahit cette mission sacrée, si c'est lui qui orchestre ma chute, alors je vous donne l'ordre clair de le neutraliser, car nul ne doit s'emparer du pouvoir sur le sang des révolutionnaires. Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Certains dans l'assemblée avaient les larmes aux yeux. D'autres se regardaient, conscients qu'ils vivaient un moment historique. Car jamais, dans l'histoire contemporaine d'un pays africain, un chef d'État n'avait publiquement préparé sa succession de cette manière, avec autant de transparence et de courage. Et dans les rues de Ouagadougou, dans les villages, dans les camps militaires, ce message allait résonner comme un cri d'espoir. Le Burkina Faso ne tombera plus jamais dans le chaos, car un vrai leader avait pensé à l'après. Le lendemain du discours historique du capitaine Ibrahim Traoré, le pays tout entier était en effervescence. À la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux et dans les maquis, un seul sujet occupait toutes les conversations, la déclaration du président sur sa succession. Mais pour beaucoup, ce moment solennel n'était qu'un rappel de l'œuvre immense qu'il avait déjà accomplie pour le Burkina Faso. Dans son bureau modeste du palais présidentiel, le capitaine était penché sur des cartes agricoles, des schémas de développement, des rapports de sécurité. Son engagement n'avait jamais été de simplement occuper le pouvoir. Il s'agissait pour lui de laisser une empreinte durable, de bâtir un pays solide, indépendant, capable de survivre sans lui. Tout avait commencé dès les premiers mois de sa prise de fonction. Conscient que l'un des fondements de la stabilité nationale était l'autosuffisance alimentaire, il avait lancé une vaste réforme du secteur agricole. Des centaines de tracteurs furent achetés, des coopératives paysannes renforcées, des systèmes d'irrigation modernisés. Le Burkina Faso, pays sahélien dépendant des importations, retrouvait petit à petit sa capacité à nourrir sa population. Mais cela n'était que le début. Le capitaine Ibrahim Traoré avait également compris que les ressources minières du pays, longtemps exploitées par des intérêts étrangers, devaient enfin servir le peuple.
Il renégocia des contrats, imposa des quotas de transformation locale et créa un fonds souverain destiné à financer les écoles, les hôpitaux et les infrastructures. Et il ne s'était pas arrêté là. Sur le plan socioculturel, il lança une campagne de valorisation des traditions burkinabais, de promotion de l'artisanat et de soutien aux jeunes créateurs. Il voulait que le peuple retrouve sa fierté, que les enfants grandissent en connaissant leur histoire, leur langue, leur héritage. Dans un discours tenu à Koudougou, il déclara « Si nous voulons que nos enfants ne soient plus jamais des réfugiés de la dignité, alors il nous faut bâtir une nation qui produit, qui crée, qui soigne et qui enseigne. » Et enfin, la sécurité. Le fléau du terrorisme qui ravageait le pays fut attaqué avec rigueur et intelligence. Traoré restructura l'armée, créa les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, équipa les soldats et leur donna une formation digne de ce nom. Il fit également appel aux communautés locales pour détecter les menaces et renforcer la cohésion nationale. Partout, des postes de sécurité furent installés. Les zones jadis contrôlées par les groupes armés furent libérées les unes après les autres. Le peuple commença à revivre. Dans tout cela, Traoré ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Il savait que tout pouvait s'écrouler si le pouvoir tombait entre de mauvaises mains. C'est pourquoi son discours sur la succession n'était pas une surprise pour ceux qui l'avaient vu à l'œuvre. Il préparait le pays à vivre sans lui, avec ou sans son nom, mais avec sa vision. Et ce jour-là, alors que le soleil se couchait sur les champs cultivés et les chantiers en cours, des mères souriaient, des enfants jouaient, des soldats saluaient fièrement les couleurs du drapeau. Car oui, grâce à ce qu'il avait bâti, le Burkina Faso commençait à se relever. Et l'histoire retenait peu à peu le nom de l'homme qui n'a pas seulement dirigé, mais construit. Alors que le Burkina Faso commençait à se stabiliser et que l'économie retrouvait une certaine vigueur, une autre guerre, plus sournoise, se préparait dans l'ombre. Ce n'étaient plus les terroristes armés de Kalachnikov dans le Sahel, mais une coalition de forces invisibles, puissantes, prêtes à tout pour déstabiliser le régime du capitaine Ibrahim Traoré. Dans des bureaux feutrés à Abidjan, à Cotonou, à Paris et même à Washington, les réunions secrètes se succédaient. Ce jeune capitaine, à la voix ferme et aux idées claires, dérangeait. Il n'entrait dans aucun moule. Il refusait les compromis, dénonçait les pillages des ressources africaines et affirmait haut et fort que le peuple devait reprendre le contrôle de son destin. Les multinationales commençaient à perdre des contrats. Les accords secrets, qui permettaient à certaines puissances d'exploiter les mines ou d'influencer les décisions politiques du pays, étaient brusquement rompus. Le Burkina Faso devenait un symbole, un exemple dangereux à ne pas laisser prospérer. Alors, ils passèrent à l'action. Les premières attaques furent économiques. Pression sur les banques, tentative de bloquer les transferts internationaux, gel de certains avoirs. Ensuite vinrent les attaques médiatiques, des campagnes orchestrées pour faire passer Ibrahim Traoré pour un dictateur, un radical, un chef militaire illégitime. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait une action plus directe. Les espions s'activèrent. Des informateurs furent placés dans l'entourage du président. Des propositions de pots de vin circulèrent. Certains officiers reçurent des promesses de poste et de fortune s'ils acceptaient de retourner leur veste. Mais à chaque fois, Traoré veillait. Son réseau de renseignements était solide. Il anticipait, il compterait, jusqu'au jour où un rapport confidentiel parvint sur son bureau. Il provenait d'un informateur très haut placé, et son contenu glaça le sang du président. Un complot est en préparation. Il vient de l'intérieur, un homme que vous connaissez bien. Le capitaine Traoré se leva lentement. Il fixa les drapeaux du Burkina Faso accrochés au mur. Il savait que ce moment viendrait. Ce n'était plus une guerre de territoire, c'était une guerre d'influence, de trahison, de survie. Il murmura « Le vrai combat commence maintenant ». Ce jour-là, il convoqua une réunion d'urgence avec ses hommes les plus proches. Il leur expliqua calmement la situation, leur fit jurer loyauté au pays et surtout leur rappela que l'ennemi n'avait pas toujours un uniforme ou un fusil. Parfois, il portait un costume et un sourire.
Et à cet instant précis, dans un silence tendu, naquit le plan de succession. Un plan pour sauver le pays, même si lui, Ibrahim Traoré, venait à tomber. Car il avait compris que l'ennemi ne s'arrêterait pas. Et que le Burkina Faso avait besoin de plus qu'un homme. Il avait besoin d'une continuité, d'une relève loyale, d'un bouclier invisible contre les trahisons à venir. L'Assemblée nationale était en alerte. Ce jour-là, les députés, les officiers supérieurs de l'armée, les leaders traditionnels et religieux et même des représentants de la jeunesse et de la diaspora burkinabé avaient été convoqués pour une session extraordinaire. Personne ne savait exactement ce que le capitaine Ibrahim Traoré allait dire, mais tous sentaient que ce serait historique. Le silence régnait dans la grande salle lorsque le capitaine fit son entrée. Il ne portait pas son uniforme militaire habituel, mais un boubou traditionnel simple aux couleurs du Faso. Son regard était grave, son pas assuré. Il se dirigea vers le pupitre sans détour. Après une brève salutation, il prit une longue inspiration, puis déclara d'une voix ferme « Je suis venu aujourd'hui, non pas pour vous rassurer, mais pour vous dire la vérité. » Un frisson parcourut la salle. Il parle d'abord de son combat, du Burkina Faso qu'il avait trouvé en ruine, livré aux terroristes, aux puissances étrangères, aux intérêts privés. Il rappela les sacrifices faits, les avancées dans l'agriculture, l'éducation, la sécurité, l'économie. Il raconta les nuits sans sommeil, les combats contre les ennemis visibles et invisibles. Puis, il marqua une pause, leva les yeux et dit « Mais que restera-t-il de tout cela si demain je ne suis plus là ?» Un silence pesant tomba. Les regards se croisèrent. Certains baissèrent la tête. L'Afrique a trop souvent construit ses espoirs sur des hommes. Et chaque fois qu'un de ces hommes tombait, tout s'écroulait avec lui. Sankara est tombé, la révolution s'est effondrée. Kadhafi est tombé, la Libye a été déchirée. Il pointa du doigt les membres de l'Assemblée. Je ne veux pas que le Burkina Faso suive le même chemin. Alors, il annonça la décision qui allait choquer le monde entier. J'ai désigné un homme, un seul, un frère de combat, un patriote que j'ai observé, testé, challengé et en qui j'ai placé ma confiance. Des murmures commencèrent à circuler dans la salle. Le capitaine sortit un document plié de sa poche. Ce document contient son nom. Il ne prendra ma place que si je tombe. Mais écoutez-moi bien, si ma chute vient de lui, alors il devra être combattu. Je vous donne les instructions. L'émotion était palpable. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres prenaient des notes fébrilement. Ce n'est pas une question d'amitié. Ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de survie nationale. Enfin, il conclut, le Burkina Faso ne doit plus jamais dépendre d'un seul homme. Il doit dépendre d'un peuple éveillé, organisé, prêt. Aujourd'hui, je vous transmets cette flamme. Ne la laissez jamais s'éteindre. Et il descendit du pupitre, laissant l'assemblée figée, bouleversée, mais aussi fière. Car ce jour-là, pour la première fois dans l'histoire récente du pays, un dirigeant avait osé penser à l'après-lui. Pas par peur, mais par amour profond de sa nation. Le lendemain du discours historique à l'Assemblée, tout le Burkina Faso retenait son souffle. Les radios diffusaient en boucle les extraits du discours du capitaine Ibrahim Traoré. Les réseaux sociaux étaient en ébullition. Une seule question brûlait toutes les lèvres. Qui est cet homme à qui le capitaine a donné sa confiance? Ce fut lors d'une cérémonie sobre au palais présidentiel que le capitaine Traoré décida de briser le mystère. Devant un cercle restreint de dignitaires, de militaires et de représentants du peuple, il allait révéler un nom. Pas un nom de complaisance, pas un nom imposé par un parti, un nom choisi par l'expérience, le mérite et la loyauté. Le capitaine s'adressa calmement à l'assistance. Je vous ai promis de ne pas laisser ce pays sans défense politique. Je vous ai promis de vous dire qui pourra continuer le combat si je venais à disparaître. Aujourd'hui, je tiens parole. Il se retourna, fit un signe discret, et un homme s'avança. C'était le général Mamadou Sori Diallo. Un homme discret, respecté dans les rangs de l'armée, inconnu du grand public, mais redouté par ceux qui complotaient dans l'ombre. Il s'était distingué non seulement par ses exploits sur le terrain,
mais aussi par sa droiture, sa fidélité et surtout par son refus catégorique des offres de corruption venant de l'extérieur. Le capitaine reprit la parole. Voici l'homme que j'ai choisi. Il a refusé des millions. Il a résisté aux manipulations. Il m'a protégé, même quand je ne le savais pas. Ce n'est pas un homme parfait, mais c'est un homme d'honneur. Le silence était total. Certains murmuraient de surprise. D'autres hochaient la tête, reconnaissant enfin ce visage vu à plusieurs reprises aux côtés du président lors des visites aux troupes. Mais le capitaine n'en avait pas fini. Notez bien ce que je vais dire maintenant. Si un jour je tombe et que vous découvrez que c'est par ses mains ou par ses manœuvres que cela est arrivé, alors il ne devra jamais accéder au pouvoir. Même si je ne suis plus là, vous devez appliquer cette consigne à la lettre. Il sortit de nouveau un document, cette fois scellé et signé de sa main, contenant les conditions précises de la succession. Tout y était écrit noir sur blanc. Les modalités, les interdits, les mesures de contrôle. Rien n'avait été laissé au hasard. Le pouvoir n'est pas un héritage, ce n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Et si cet homme, malgré mes avertissements, trahit la nation, alors vous savez quoi faire. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Non pas pour glorifier un homme, mais pour saluer une décision lucide, rare, presque révolutionnaire. Penser à la continuité d'un combat sans cultiver le culte de la personnalité. Ce jour-là, dans le cœur de nombreux Burkinabés, le capitaine Ibrahim Traoré ne devint pas seulement un président. Il devint le père d'un nouveau système, bâti non sur des personnes, mais sur des principes. Une fois le nom du général Mamadou Sori Diallo révélé, le capitaine Ibrahim Traoré convoqua une réunion restreinte dans une salle isolée du palais présidentiel. Cette réunion n'était pas filmée, pas enregistrée, pas rendue publique. Seuls y assistaient les officiers de confiance, les chefs de service de la sécurité nationale et 2 membres de l'Assemblée ayant juré fidélité au peuple. Sur la table, une enveloppe scellée portant l'inscription « À ouvrir seulement si je tombe ». Le capitaine prit la parole, cette fois d'une voix calme mais lourde de gravité. « Ce que je vais vous dire maintenant ne doit jamais quitter cette pièce. Le Burkina Faso est entouré d'ennemis. Certains sont visibles, d'autres sont cachés sous les habits d'alliés. Même dans nos rangs, certains ne veulent pas du bien de cette nation. » Il désigna l'enveloppe. Cette enveloppe contient des instructions précises. Nom, lieu, preuve. Elle détaille les personnes à surveiller de près si je tombe, les éléments à neutraliser et surtout, les signes à reconnaître pour savoir si ma mort est naturelle ou provoquée. Les officiers, tendus, échangèrent des regards. Si je tombe et que vous découvrez que le général Mamadou Sori Diallo est impliqué de près ou de loin, même indirectement, alors vous devez l'écarter. Il ne devra jamais être président. Je ne vous donne pas un nom pour le plaisir. Je vous donne une mission de protection nationale. Le capitaine sortit un petit carnet noir de sa veste. Voici les codes, voici les protocoles, voici les plans de survie du Burkina Faso. Même sans moi, le combat doit continuer. Il passa le carnet à son chef de la sécurité personnelle, le regard dans les yeux. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je vous demande de protéger le peuple. Ce peuple pour qui je suis prêt à mourir. Puis, il donna une série de consignes techniques. La sécurisation des frontières en cas d'instabilité. L'activation d'un réseau clandestin de patriotes formé dans l'ombre. La protection des ressources stratégiques. L'expulsion immédiate de certains diplomates étrangers soupçonnés de collusion avec des groupes déstabilisateurs. Enfin, il conclut avec cette phrase. La vraie victoire ne se mesure pas à combien de temps je reste au pouvoir. Elle se mesure à ce que vous ferez quand je ne serai plus là. La réunion s'acheva dans un silence solennel. Les officiers quittèrent la salle, plus lourds, plus déterminés. Ils savaient que cette nuit-là, l'histoire du Burkina Faso venait d'entrer dans une nouvelle dimension, celle d'une résistance organisée, lucide et prête à survivre même à la disparition de son leader.